forum du studio Kalangu, le 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 forum du studio Kalangu. Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau du Studio Kalangu. Bakimba Tourel Mustafa à la présentation. Ce soir, dans notre forum, nous allons nous intéresser à la question de comment prévenir et lutter contre les fraudes électorales. La fraude électorale est généralement définie comme toute violation des règles d'un système d'élection établi de façon à garantir ou favoriser un candidat voulu ou bien un résultat voulu ou attendu. Il faut noter que toutes les sociétés qui utilisent les systèmes de vote sont souvent confrontées aux problèmes de fraude électorale, se sont progressivement dotées des règles pour s'en prémunir et pour éventuellement gérer le cas de fraude. Alors, quels sont les différents types de fraude électorale qu'on rencontre au Niger? Quelles sont les mesures existantes pour prévenir et lutter contre la fraude électorale au Niger? Quelles sont les perspectives envisageables pour la transparence et la crédibilité du processus électoral? Auditeurs et auditrices, c'est donc pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et aussi bien d'autres que nous avons invité M. Bana Ibrahim qui est de Luman Africa. Bonsoir M. Bana. Bonsoir. Nous avons avec nous ce soir M. Sanoussi Mahaman qui est acteur de la société civile. Bonsoir M. Mahaman. Bonsoir. Et également nous avons invité M. Salaw Chebou qui est du PNDS Tareya. Bonsoir M. Salaw Chebou. Bonsoir. La prévention et la lutte contre la fraude électorale sont l'un des marqueurs du bon fonctionnement du système démocratique. Un peu partout au monde où le système de vote est appliqué, apparaissent quelques cas de fraude électorale qui ne sont pas sans conséquences sur le bon fonctionnement de la démocratie. Il faut noter que même dans les États développés qui constituent les grandes puissances, qui constituent une référence démocratique, on constate souvent des cas de fraude. C'est le cas récemment aux États-Unis où le président Trump avait saisi la justice américaine pour cas de fraude. Cela explique que même dans les grandes puissances, souvent, on rencontre ces cas de fraude. Le processus électoral au Niger, déjà en cours avec la campagne pour les municipales qui a débuté le 2 décembre, celle des législatives et présidentielles qui débuteront le 5 du même mois, alors que le vote est prévu pour le 13 décembre s'agissant des élections municipales et pour le 27 décembre pour les législatives et présidentielles deuxième tour. Ce soir, avec nos invités, nous allons poser la question de savoir comment prévenir et lutter contre la fraude électorale. Et pour ce faire, je pense que nous allons commencer par demander à nos chers invités de nous dire quels sont les différents types de fraude qui peuvent exister ou bien qu'on peut rencontrer, les types de fraude électorale qu'on peut rencontrer ici au Niger. Nous allons commencer avec M. Bana Ibrahim, qui est de Luman Africa. Oui, M. Al-Mustafa, avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier et l'ensemble du personnel du studio Kalangu pour l'occasion que vous me donnez de nous adresser à un auditoire très large, puisque avec votre réseau de radio communautaire, et surtout de l'intérêt que vous portez aux élections, parce qu'en tant qu'acteur politique, évidemment, les élections occupent une large place dans la vie de nos associations. La question que vous posez, elle est un peu complexe. Comme quel type de fraude il y a? Je pense qu'il faut. Il y a la typologie même des fraudes, elle est multiple. On peut analyser les fraudes, par exemple, selon l'acteur qui le fait. Par exemple, on peut distinguer des fraudes qui sont faites par les institutions chargées de l'organisation des élections et des fraudes qui sont perpétrées par les acteurs du processus électoral comme les partis politiques. Il y a une autre typologie qui consiste à distinguer la fraude active de la fraude passive, parce qu'on peut aussi faire de la fraude de manière passive parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la fraude, c'est toute violation de la loi électorale. Le fait de ne pas dénoncer ou quand on a connaissance d'une action qui viole la loi, on peut la considérer aussi comme une violation. Donc, je pense que la première définition que vous avez, elle suffit pour expliquer ce qu'il y a des règles en matière électorale qui sont contenues dans la Constitution, dans le code électoral. Ces règles-là sont faites
sont posées pour assurer la transparence et la crédibilité des élections. Toutes les fois qu'une institution ou un individu pose un acte qui est contraire à l'esprit et à la lettre de ces dispositions électorales, évidemment, on parle de fraude. Aujourd'hui, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de distinguer les fraudes en fonction des périodes. Il y a des fraudes avant les élections elles-mêmes, c'est-à-dire qui concernent tout le processus d'enrôlement, d'édition de cartes, de distribution de cartes, de la fraude électorale elle-même, c'est-à-dire qui se fait le jour du scrutin. Je pense que ça donne une idée en réalité de deux sortes différentes de fraude. Donc aujourd'hui que nous sommes peut-être déjà dans le processus de campagne électorale et bientôt ça sera le vote, je pense que les cas de fraude dont nous allons échanger ce soir, ça sera surtout les fraudes qu'on peut constater lors de la campagne électorale et du jour du scrutin. Écoutez, cette fraude, elle est faite par tout le monde. Par exemple, pour la fraude pendant la campagne, je vous assure qu'il n'y a pas un seul parti politique ou un candidat qui respecte de manière scrupuleuse les règles en matière de campagne d'abord. Aujourd'hui, il est interdit de distribuer de l'argent, de faire des dons nature en contrepartie d'un vote. C'est de la fraude à la loi. D'accord, donc merci, nous avons compris, M. Bana Ibrahim. Avant de venir à notre invité de Tarea, du PNDS Tarea, nous allons poser à Sanoussi Maman, qui est acteur de la société civile, la question de savoir que pensez-vous de ce que vient de dire M. Bana Ibrahim, qui pense que de tous les côtés, il y a souvent des cas de violation du processus électoral, il y a des cas de fraude. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces types de fraude électorale qui existent au Niger? Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec des frères, des amis sur la question des fraudes électorales. De mon point de vue, la question de la fraude électorale pose la problématique des élections intègres. Et Bana a rappelé à juste titre les différentes formes de fraude qui se rapportent tantôt à la corruption, au trafic d'influence, au passe-droit, tout ce qu'on peut retenir dans ces cadres-là qui va dans ces sens. Et la fraude intervient au niveau du cycle électoral, à toutes les étapes du processus électoral. Il a parlé de l'enrôlement, d'édition des cartes, distribution des cartes, jusqu'aux validations de résultats. On peut frauder à toutes les étapes. Mais ce qui est important, c'est surtout ce qu'il a rappelé. Que ce soit les institutions qui interviennent dans le processus électoral ou les acteurs majeurs qui sont en compétition, qui sont le parti, les candidats indépendants, ils utilisent la fraude dans le cadre des processus. Je suis d'accord avec votre définition qui sous-tend que la fraude, c'est la violation aux règles préétablies d'un système électoral aux fins d'influencer en sa faveur les résultats. Voilà, le truc de résultat. C'est très dommage de constater, après 30 ans d'exercice démocratique, l'idéal c'est d'aller vers un vote responsable, mais la règle c'est la fraude. Parce que le parti, il ne croit pas du tout aux élections intègres. On pense que pour remporter les élections, il faut passer par la fraude et durant les 30 ans d'exercice démocratique, les partis et les candidats indépendants, ils ont développé des stratégies de fraude. Plus la loi électorale prévoit des dispositions pour réprimer la fraude, plus le parti développe des nouveaux systèmes de fraude. C'est ce qu'on constate. Mais très malheureusement, même les électeurs, parce qu'ils contribuent. Ils contribuent à travers la vente de leur voix. Aujourd'hui, c'est même la carte électorale qu'un électeur
vend à un candidat, à un parti, etc. Donc, de cette manière, l'électeur même contribue à la violation des règles établies. Exactement, les agents électoraux, les délégués, les autres, le personnel électoral qui est impliqué souvent dans la fraude. D'accord, merci M. Sanoussi Maman, nous avons très bien compris. Nous allons poursuivre nos échanges cette fois-ci. Nous allons venir avec Salaw Chebou qui est du PNDS Tarea. Salaw Chebou, que pensez-vous de cette question? On dit que les partis politiques au Niger, pratiquement beaucoup de personnes ne respectent pas les règles qui sont là établies pour garantir la crédibilité du processus électoral. Alors, que pensez-vous de ces fraudes qu'on constate ça et là dans le cadre du processus électoral? Merci Bakim Batouré. Merci également au studio Kalangu de nous avoir offert son plateau afin de discuter sur un élément important dans le cycle électoral dans toutes les démocraties. La question que vous me posez aujourd'hui, personnellement, je trouve que en parlant de fraude comme étant une action par laquelle il faudra influencer des résultats de façon à ce que ça puisse convenir aux attentes des partis, des groupes de partis politiques ou des candidats indépendants, est un problème d'abord de moralité et de probité. Parce que quelle qu'en soit la démocratie, quel qu'en soit le garde-fou qui seront contenus dans un ordonnancement juridique quelconque, lorsque les acteurs n'ont pas conscience de l'enjeu et n'ont pas confiance en eux, c'est qu'on ne saura pas procéder à un respect strict de ces textes qui encadrent un processus électoral. Parlant de fraude électorale, l'on dit, c'est tout au long du cycle, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Et tous ces acteurs, je trouve que c'est le déficit de la bonne moralité qui les y conduit. Nous avons suivi. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier cette absence ou bien ce manque de bonne moralité? C'est lié à l'éducation citoyenne qui est insuffisante, mais aussi même le niveau d'instruction des acteurs. Ils peuvent être suffisamment instruits, mais normalement, au niveau des partis politiques, il devrait être prévu un budget qui est là pour sensibiliser. C'est pas cela le problème, parce qu'il faudra se le dire. Aujourd'hui, combien sont les partis politiques qui s'intéressent à ce genre de choses? Combien de partis politiques, c'est la base de la subvention qu'ils reçoivent de l'État, organisent des formations à l'endroit de leurs militants et même de leurs cadres. Il faut les compter. Vous n'en trouverez pas. Pour ne pas dire que vous en trouvez rarement et à des rares occasions. Et même si c'est fait, souvent c'est dans les grandes villes. Les zones les plus reculées sont laissées à eux-mêmes. Il faudra attendre quoi? Le processus électoral pour venir les aborder. Et maintenant, c'est de calquer dans la tradition démocratique de notre pays que lorsqu'il faut aller aux élections, il faut préparer un fonds pour soudoyer tous les acteurs qui sont sous la ligne des élections. Aussi bien les délégués qu'il faut désigner pour la représentation, les électeurs et aussi d'autres acteurs connexes qui interviennent. Et ces acteurs, si je dis que c'est un problème d'éducation, c'est qu'ils ne croient pas eux-mêmes que les acteurs politiques sont sincères. Et que ces acteurs politiques ont fait un travail sur la base duquel ils espèrent être élus. Donc cela vient confirmer un peu le rapport de la Cour des comptes qui dit que les partis politiques ne sont pas de bonne moralité au Niger. S'il faudra le dire et s'il faudra abonder dans le sens, je dirais que la bonne moralité suppose beaucoup de choses. Et si aujourd'hui une institution telle que la Cour de compte le dit, c'est que ce n'est pas fortuit. Elle a une autre fonction, bien entendu, nous savons de quoi il s'agit. Nous avons vu le rapport. Si vous recevez une subvention de la part de l'État, vous êtes obligé de faire un rapport dans lequel vous allez décrire toutes les dépenses qui ont été faites. Mais malheureusement, les gens ne le présentent même pas. Et ça, je crois que c'est sur la base des faits réels qu'elle a présenté son rapport. Maintenant, parlant de fraude électorale, c'est que souvent ceux qui le font, le plus souvent, c'est eux encore qui pleurnichent après les élections. Parce qu'en le faisant, ils ne pensent pas avoir rendu service au pays. Ils pensent tout simplement avoir rendu service à un groupe de partis politiques ou à un parti politique. Et en le faisant, après quoi,
les acteurs ou les candidats élus s'ils sont consacrés et qui ne répondent pas, c'est-à-dire ils se portent, comment on appelle ça, à porte-à-faux avec leur programme politique, il n'y a pas un mécanisme par lequel les acteurs qui ont été utilisés dans le cadre de la fraude puissent les interpeller. Parce que vous savez que vous-même, vous n'avez pas travaillé de bonne foi. Vous avez utilisé votre mauvaise foi pour pouvoir accorder un résultat au crédit de ce que vous-même vous avez perçu, que ce soit moralement ou matériellement. D'accord, nous allons venir à ce qu'il faudra faire pour prévenir et lutter surtout contre la fraude électorale. Mais à présent, peut-être nous allons nous intéresser à la question de même ce qu'il y a comme cadre juridique pour prévenir les cas de fraude électorale. Donc, nous allons peut-être revenir avec notre acteur de la société civile qui est avec nous. Les acteurs de la société civile accompagnent la CENI dans le cadre du processus électoral. Est-ce que nous avons invité la CENI, malheureusement, ils n'ont pas pu répondre à l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui existe au Niger pour prévenir les cas de fraude électorale en matière de prévention? Merci beaucoup. Permettez-moi, avant de revenir sur les cadres juridiques portant prévention et lutte contre la fraude électorale au Niger, de rappeler un certain nombre de fondamentaux qui militent en faveur des élections intègres au Niger. D'abord, il y a l'état des droits en tant que tel. Parce que l'état des droits suppose le respect de la légalité de la part de l'administration et des citoyens. Tout agissement de l'administration ou des citoyens doit s'inscrire dans le respect de la légalité. Et c'est dans un contexte d'ancrage de l'état des droits qu'on peut parler de la justice électorale. Pour éviter la fraude électorale, pour qu'il y ait des élections intègres, il faut qu'il y ait la justice électorale. Que chaque candidat ou parti politique se rassure qu'en cas de problème, quand il saisit la justice sera rendue au nom du peuple et conformément à la règle de droit. Mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, c'est le cas au Niger? Tout citoyen ou bien tout acteur politique, quand il va saisir la justice sera rendue, je pense. Chacun a son opinion et aujourd'hui, tout le monde sait que la justice en tant que telle, elle souffre au Niger. Il y a beaucoup d'éléments, de déclarations de magistrats, de leurs syndicats, qui sont une voie autorisée par rapport à l'indépendance de la justice. Ça, à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, c'est un fait. Tout le monde aujourd'hui a une idée de ce qui se passe. Le deuxième aspect, c'est l'existence d'un organe de gestion électorale compétent, indépendant et permanent. Et le cas du Niger, c'est avec ces élections qu'on est en train d'aller vers une CENI indépendante, vers une CENI compétente entre griffes. Et il y a aussi le troisième aspect qui est important, c'est la sécurité entre les adversités politiques. Que tous les candidats, les tendances se sentent en sécurité dans une compétition loyale, dans une compétition où le droit de chaque candidat, de chaque parti est garanti. Il y a aussi l'élimination des obstacles pour aller vers les élections intègres, pour éviter des fraudes. Il faut éviter les obstacles, que ce soit des obstacles juridiques, administratifs, économiques, etc., pour ne pas, en tout cas, disqualifier ou réduire les chances de participation universelle et égale de tous les candidats, de tous les partis aux compétitions électorales. Et le dernier aspect pour qu'il y ait des élections intègres, c'est surtout le contrôle des financements des partis politiques. Mais en ce qui est du cadre juridique portant la prévention et la lutte contre la fraude au Niger, nous avons tout un arsenal. Il y a des instruments juridiques internationaux qui militent en faveur des élections intègres, qui luttent contre la fraude dans le cadre des élections. Il y a la Constitution, il y a le code électoral, il y a le code pénal, il y a la charte des... Et dans ce cadre, quel est le rôle particulier que joue la société civile? Parti politique. La société civile, comme tu l'as dit, elle a 3 fonctions essentielles à jouer dans ces cadres. Le premier,
élément, c'est l'accompagnement. Accompagner les acteurs électoraux pour qu'il y ait un processus régulier, pour qu'il n'y ait pas de fraude dans le cadre des élections. Donc, accompagner et faire la veille. Veiller à ce que les élections se passent dans le respect strict des lois et règlements qui régissent le processus électoral. Et la troisième fonction, c'est l'interpellation. Est-ce qu'aujourd'hui la société civile joue son rôle, ce qu'elle devrait faire? Est-ce que c'est en train de se faire? La société civile fait de son mieux pour jouer son rôle dans le cadre de ces processus. D'accord, nous avons... Mais il faut reconnaître que ce processus est un processus particulier. Même les acteurs politiques, ils ont des difficultés à s'entendre pour que chacun joue son rôle. D'accord, donc que la société civile joue son rôle. D'accord, très bien, merci. Nous avons compris, M. Sanoussi Maman, acteur de la société civile. Nous allons revenir avec Bana Ibrahim. Bana Ibrahim, dites-nous au niveau des partis politiques, particulièrement au niveau des partis politiques de l'opposition, parce que vous êtes de l'opposition politique au Niger, quelles sont les prévisions pour assurer un processus électoral crédible au Niger? Écoutez, comme l'a dit mon jeune frère de la société civile, aujourd'hui, il y a un véritable problème de culture de l'impunité à tous les niveaux. Je pense que l'un des problèmes majeurs dont souffre le processus électoral, c'est la culture de l'impunité. Le cadre légal, comme il l'a rappelé, existe. Mais son inapplication, c'est ce qui aujourd'hui ne permet pas ou ne concourt pas à ce que les élections soient des élections sincères, débarrassées de toute fraude. Je vais vous prendre des exemples particuliers. Lorsqu'aujourd'hui une liste de candidatures est présentée aux élections municipales, où on exige par exemple la production d'un brevet, un minimum de diplôme, lorsqu'on rejette, la CENI rejette la liste d'un parti politique parce que le document introduit par un des candidats de la liste est frauduleux, dans une démocratie normale, automatiquement cela déclenche une poursuite du procureur de la République pour faux et usage de faux en matière électorale. Il y a des sanctions qui sont prévues et on applique sans état d'âme à n'importe quel candidat. Malheureusement, dans nos pays, lorsqu'on rejette les candidatures, ça s'arrête là. Cela crée... Comment pouvez-vous expliquer que c'est comme ça que ça s'arrête? C'est ce qu'on a tout à l'heure. Je pense qu'il y a un défaut, un déficit de justice dans ce pays électoral. Parce que partout, toutes les démocraties, je pense que le socle d'une démocratie, c'est d'abord le pouvoir judiciaire, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que c'est ce pouvoir judiciaire qui fait à la fois de la pédagogie, parce que même la répression a une fonction de pédagogie. Mais lorsqu'une justice n'est pas indépendante, lorsqu'une justice elle n'est pas administrée de manière automatique, et il y a trop de laisser-aller dans l'application de la loi aux citoyens, ça finit par créer une situation où on trouve normal ce qui est illégal. Aujourd'hui, vous êtes témoin, on a commencé les campagnes électorales. Selon les dispositions du code électoral et de certains textes électoraux, c'est-à-dire les candidats ont un accès équitable aux médias publics. Équitable. Et quand on dit médias publics, les gens s'oublient, l'espace d'affichage, c'est un média public. Mais est-ce que les partis n'ont pas... Aujourd'hui, chacun s'élève, il met des banderoles partout où il va, alors que même cela, dans une démocratie, doit être encadré, réglementé, parce qu'on laisse la possibilité à celui qui a plus de moyens de communiquer plus que l'autre. Dans des pays comme le Ghana, vous êtes 4 candidats aux élections présidentielles, on compte le nombre de panneaux dans la ville, on répartit équitablement, y compris les dimensions. Si on dit que c'est 3 mètres sur 1, chaque candidat fera 3 mètres sur 1. Donc ici au Niger, ce n'est pas réglementé. Aujourd'hui, au Niger, c'est partout, et ça s'est déteint sur le processus électoral. On a une tendance à ne pas respecter la loi. Et celui qui est chargé de l'administration de la justice, malheureusement, lui aussi, pour des raisons sociologiques, il
il ne prend pas la mesure de sa fonction et cela déteint sur tous les processus dans lesquels la loi et l'application de la loi est exigée. D'accord. Voilà. Moi, je pense que la première des choses à mettre en place, c'est il faut une justice véritablement indépendante et une justice administrée de manière automatique. C'est cela là qui va à la longue créer la pédagogie, c'est-à-dire donner la chance d'une pédagogie qui va interpeller la conscience des citoyens à respecter de manière scrupuleuse la loi. Sans cela, je pense qu'on va toujours faire des forats, on va toujours faire des CENI et autres, mais personne ne respectera à la lettre les lois. D'accord, donc nous avons compris, M. Bana Ibrahim. Nous allons venir à M. Salaw Chebou du PND Staraya. Nous aimerions savoir, M. Salaw Chebou, au niveau du PND Staraya, qu'est-ce que vous avez pour prévenir les fraudes électorales, pour prévenir les cas de fraude électorale. On dit qu'il faudrait qu'il y ait le respect strict des règles qui existent pour quand même contrecarrer tous ces cas de fraude. Mais est-ce que les politiciens, eux, ont un mécanisme qui peut leur permettre quand même de prévenir ou lutter contre les fraudes? Pour cette question, je dirais que nous, si vous suivez, en tant que médias de la place, nous avons toujours mis au devant, à la veille des élections et bien avant, la question de la formation de nos structures de base. Aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est des jours des élections, le code électoral a donné la latitude à tous les partis politiques et groupements de partis politiques qui participent aux élections de se faire désigner dans les bureaux de vote. À ce niveau, nous créons les conditions pour que nos structures de base puissent nous déléguer des délégués qui vont être là pour l'observation des règles de jeu en matière électorale, le jour du scrutin. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez fait comprendre à l'unanimité qu'il y a des délégués, il y a la corruption, il y a beaucoup d'aspects. Est-ce que vous créez les conditions d'avoir des délégués qui ne peuvent pas aller dans ce sens? Nos délégués ne peuvent pas fléchir parce que ce sont nos délégués. Parlant des délégués, ce sont des militants de base. Ce sont déjà des camarades avec lesquels nous évoluons dans les structures. C'est avec s'ils viennent, ils ont un minimum de formation par rapport au code électoral. Ils ne sauraient que nous représenter en tant que police du jour du scrutin dans les bureaux de vote et aux environs. Parlant de ces questions de fraude électorale, pour prévenir cela, si vous voyez, au niveau de la CENI indépendante et permanente, bientôt, avec tout ce qu'on lui a donné comme la latitude, aujourd'hui, tous les groupes de partis politiques sont représentés. Et à ce niveau, je crois qu'au niveau de l'organe suprême, je crois que tout le monde a les informations nécessaires tout au long de ça. C'est ce que les textes ont prévu. Maintenant, l'opposition, c'est elle qui a choisi. C'est un choix aussi de ne pas participer aux élections. Ne disons pas que tous les acteurs... Monsieur, nous avons compris. Donc, maintenant, dans les bureaux de vote, c'est également la même chose. On donne la latitude à tous les candidats de se faire représenter dans les bureaux de vote afin de suivre le respect strict des textes en matière de vote. Donc à ce niveau, nous déjà, nous avons toujours fait des formations. Si vous avez souvenance, nous avons eu des investisseurs de thé, nous avons eu des formations à l'endroit de nos militants, les structures de base, pour qu'ils comprennent les textes qui régissent notre parti, mais aussi pour qu'ils comprennent le code électoral, ce qui leur est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. D'accord, c'est la monsieur, conscience nous avons compris que... électorale que nous inculquons à tous les niveaux. Maintenant, nous allons peut-être écouter Bana Ibrahim. Il va nous dire est-ce qu'ils ont prévu également d'envoyer des délégués au niveau des bureaux de vote pour les scrutins prévus pour le 13 et le 27 décembre. Écoutez, le choix de l'opposition de ne pas participer à la CENI et dans le processus électoral jusqu'à l'enrôlement biométrique, c'est un choix responsable que nous assumons parce que nous avions dénoncé à plusieurs reprises les manœuvres du pouvoir tendant à mettre en place des institutions à la solde du parti au pouvoir. Nous l'avons assumé. Évidemment que nous n'avons... C'est-à-dire notre posture a évolué avec le temps puisque nous avons décidé, malgré tout, de ne pas laisser le champ libre au parti au pouvoir et de participer au processus électoral. Il va de soi que
lorsque nous sommes candidats, dans tous les bureaux de vote, les partis de l'opposition seront représentés et veilleront à ce qu'il y ait moins de fraude, parce que déjà la fraude a été faite en amont et préparée, mais qu'il y ait moins de fraude. Pourquoi vous dites qu'il y a eu fraude déjà en amont? Vous suivez les réseaux sociaux, lorsqu'on édite une carte biométrique avec à la place de la photo une chaise vide, évidemment que cela démontre que il y a une chaise vide, ce n'est pas une personne. Donc, qu'est-ce que cela est l'œuvre de la CENI? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se faire à travers les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas souvent fiables. Moi, j'ai vu la carte, de parler fiabilité. Non, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui dénoncent des cas de fraude. Quand vous prenez aujourd'hui même les résultats de l'enrôlement biométrique, nous avons assisté à notre corps défendant, puisque l'introduction de l'enrôlement biométrique faisait suite à des constats récurrents qu'il y a un bourrage au niveau des listes électorales. On a introduit le processus d'enrôlement biométrique. Les résultats sont très parlants. Les fiefs du parti au pouvoir, le taux d'enrôlement est proche de 100%. Les fiefs des autres partis, le taux d'enrôlement avoisine les 50-60%. C'est là est illustratif, parce que lorsque vous voyez Est-ce que vous avez saisi les autorités compétentes pour gérer ces cas de trucs que vous avez constatés? Mais c'est qui les autorités compétentes? Ah non, c'est qui la les CENI ou bien la CENI dirigée par un militant du PENDES. Non, il faut qu'on soit sérieux. Tout ça, le processus a été mis en place, a été conduit afin de permettre un passage en force du parti au pouvoir aux élections générales. Nous l'avons dénoncé à maintes reprises, nous avons refusé de participer à cette supercherie. Malheureusement, cela n'a pas été entendu et nous avons décidé malgré tout de maintenir notre participation, parce qu'on savait que le dispositif tel qu'il a été mis en place, c'est de créer les conditions pour que l'opposition ne participe pas aux élections, et après il y aura un simulacre d'élection, et malgré les contestations qui vont suivre. D'accord, nous avons compris, M. Bana Ibrahim. Nous avons évité ça. Nous avons compris, M. Bana Ibrahim. Peut-être pour poursuivre nos échanges. Merci, s'il vous plaît. Nous avons compris, monsieur. Vous aurez également la parole. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous aurez également la parole pour dire ce que vous pensez. Permettez-nous, s'il vous plaît, de poursuivre notre échange. Le président de la CENI était président du comité de base de Moko en 1993. S'il vous plaît, monsieur, nous sommes entendus par plusieurs auditeurs. Permettez-nous de poursuivre nos échanges. Nous allons poursuivre avec Sanoussi Mahaman, qui est acteur de la société civile. Dites-nous, au niveau de la société civile, quand vous allez constater des cas de fraude, parce que la société civile participe dans l'observation et dans le suivi de tout le processus électoral, qu'est-ce que vous allez faire en cas de constatation? Le 13 décembre, ce seraient les élections pour les municipales, et le 27 pour les législatives et présidentielles, premier tour. Permettez-moi de revenir sur deux formes de fraude qui nous inquiètent en tant qu'organisation de la société civile. La première forme, c'est l'achat de conscience. C'est utilisé, comme nous l'avons dit, presque la fraude, c'est le carburant pour faire le parcours du processus pour tous les partis, pour tous les candidats indépendants. Ce qui est dommage, après 30 ans d'exercice démocratique, jusque-là, les citoyens, les communautés n'ont pas pris conscience de ne pas vendre leur voix. Et c'est une stratégie qui est utilisée par tous les partis. Et quand vous allez constater cela, quelle sera votre réaction? La deuxième forme, c'est l'utilisation de biens publics. Et ça, c'est le pouvoir qui le fait. Est-ce qu'actuellement, vous avez constaté... Beaucoup de cas constatés de l'utilisation des biens publics. Maintenant, on utilise non seulement le bien public, mais on utilise même les fonctionnaires. On utilise les fonctionnaires pour qu'ils descendent dans leur circonscription, faire influencer les votes de leurs parents, parce qu'ils font de petites générosités, d'actes de générosité à leurs parents, pour aller exiger de ses parents de voter X ou Y. Est-ce que vous avez constaté le cas ici? Nous, en tant que
organisations de la société civile, on fait l'observation. Et l'observation, c'est généralement au niveau des bureaux de vote. On ne rentre pas dans les ménages, on ne rentre pas dans le lieu où il n'y a pas de bureaux de vote pour faire l'observation. C'est les lieux où il y a le bureau de vote, où il y a la centralisation de résultats, etc., qu'on part pour faire l'observation. Mais beaucoup de pratiques qui ont trait à la corruption, à la fraude, se passent souvent dans les quartiers, dans les ménages. Mais au niveau des lieux de vote, tout ce qu'on constate qui rentre dans le cadre de la fraude ou dans le cadre de la corruption, on les dénonce et on interpelle les autorités compétentes pour de suite à donner à des problèmes qu'on a relevés. Mais au Niger, je suis d'accord avec Bana, il y a une impunité. On constate des faits qui sont vraiment incriminés par la loi électorale, par la loi pénale, mais on laisse ça passer. D'accord, M. Sanusi Maman, nous avons très bien compris. Nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir. Nous allons peut-être demander à Salo Chebou et à d'autres acteurs de nous dire qu'est-ce qu'ils ont comme perspective pour éviter tous ces cas de fraude, l'impunité, les achats de conscience, tout ce qu'il y a comme fraude électorale au Niger. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ces questions, surtout que nous sommes à la veille de ces élections qui vont se tenir pour le 13 et le 27, s'agissant des municipales et des législatives et aussi présidentielles. D'accord. Je commencerai par dire d'abord que par rapport à la charge de Bana, je lui rappelle que d'abord, les agents enrôleurs sont des citoyens tout comme nous qui avaient accepté de rendre service au pays en élaborant le fichier électoral sur la base de la biométrie. Si je parle de bonne moralité, c'est parce que je sais que c'est la source de tous nos problèmes aujourd'hui. Parce qu'à tous les niveaux, lorsque les personnes qui sont impliquées dans un processus n'ont pas conscience de la mission qui est la leur, il va de soi que ces personnes, aujourd'hui, nous constatons ce que nous constatons. Parce que qu'il y ait des achats de conscience, qu'il y ait des dons en nature ou quelque chose comme ça, c'est que le candidat, quelquefois, il faut le reconnaître, il est contraint. Lorsqu'il ne le fera pas, eh bien, il a de moindres chances de passer. Ce n'est pas pour encourager cela, mais pour dire que les citoyens doivent savoir pourquoi ils votent. Nous le savons. Nous avons parlé de formation. Nous avons dit que même si ça s'organise, pour beaucoup de partis, ça se fait dans les centres-villes, les zones rurales. Elles sont négligées. On attend que les jours du scrutin pour venir leur adresser le mot qu'il faut, avec ce qu'il faut, pour les faire voter. Maintenant, pour qu'il y ait une bonne culture démocratique, une bonne culture électorale dans notre pays, une bonne culture citoyenne, c'est que ça doit être revu au niveau de tous les dispositifs du système éducatif de notre pays. Parce que c'est à ce niveau que les futurs, parce que si nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que beaucoup d'entre nous déjà se sont fait une conviction, celle d'agir au moyen de certaines ressources pour avoir des voix en leur faveur, c'est que ces à venir doivent comprendre que ce n'est pas cela l'intérêt. Parce que ces élections, c'est déjà dans 3 semaines au plus. 3 semaines, 4 semaines, s'il y a un second tour, il faut aller en février. Donc au plus 3 mois, on aura fini. D'accord, merci. Mais en 3 mois, on n'aura pas réussi tous ces champs. D'accord. Pour le réussir, il faut que le système éducatif puisse contenir des choses vraiment essentielles par rapport à la loi électorale et par rapport à sa vulgarisation. Parce qu'aujourd'hui, les textes même qui sont élaborés ne sont que l'apanage souvent des partis politiques et des seuls candidats. Pour le plus grand nombre, vous aurez vu des personnes instruites à un certain niveau, vous leur demandez certaines choses. D'accord, merci M. Salo Chebou, nous avons très bien compris. Permettez au débat également de se poursuivre, nous sommes à la fin. M. Bana Ibrahim, dites-nous un mot par rapport aux perspectives. Les perspectives, moi je pense que c'est ce que j'ai dit. Moi j'ai relevé que la principale cause des fraudes, de la persistance des fraudes, c'est l'absence d'une application stricte et automatique de la justice, l'administration de la justice. Je pense qu'il faut rendre l'administration de la justice plus indépendante. C'est en cela, si on couple une justice vraiment indépendante et forte avec une éducation citoyenne permanente, on pourra réduire les cas de fraude. Pour ce qui est des acteurs politiques, il faut qu'on revienne au pacte républicain.
il faut un pacte, pas comme ceux qu'on a vu en 2011, que Salou a fait signer et qu'on a oublié. D'accord, M. Banan, nous ne parlons pas de Salou. Non, je sais que j'ai dit non, le régime de Salou, c'est une référence politique. Donc, il faut qu'on ait un pacte républicain accepté et surtout appliqué par tous. Il faut que lorsque Salou Chebou est du PNDS, qu'il sait que son président, par exemple, il pose un acte contraire à la loi, étant du PNDS, Salou Chebou doit s'insurger et dire « Monsieur le Président, vous avez violé la loi, nous ne sommes pas d'accord. » Et si les citoyens soutiennent que le président de M. Chebou a violé la loi, qu'il y ait, y compris dans son parti, des voix qui se lèvent et qui se mêlent à la manifestation ou exiger que M. Salou Chebou subisse les rigueurs de la loi. C'est ça le pacte républicain. Tant qu'il n'y a pas ça, je crois qu'on va. Merci M. Bana Ibrahim, nous avons très bien compris. Nous allons permettre à Sanoussi Maman de dire un dernier mot. Moi, je pense que ce processus, nous sommes conscients que c'est un processus à risque. Et très malheureusement, les acteurs, que ce soit les institutions en charge de ce processus ou les partis politiques de l'opposition comme de la majorité, ne sont pas en train de travailler pour qu'il y ait vraiment des élections apaisées et acceptées par tous, parce qu'ils sont figés sur leur position et ils évitent les dialogues. Donc, et qu'est-ce qu'il faudrait perspective organisation de la société civile, nous continuons à appeler ces acteurs à une meilleure responsabilité et surtout aux citoyens nigériennes et nigériens vraiment de prendre conscience des dangers qui nous guettent et surtout d'éviter tout comportement qui a trait à la fraude, à la corruption dans le cadre des élections pour choisir le meilleur des programmes, le meilleur des candidats pour améliorer la qualité de notre gouvernance, relancer la croissance économique de notre pays, mais les acteurs, ils doivent vraiment prendre conscience. D'accord, merci. Et merci. S'ils ne prennent pas conscience, la classe politique nigérienne, elle doit être sanctionnée. D'accord, merci. Merci, monsieur Sanoussi Maman, acteur de la société civile. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangou, qui nous a permis d'échanger sur la thématique de savoir comment prévenir et lutter contre la fraude électorale au Niger. Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait créer les conditions d'éduquer les citoyens pour qu'il y ait un esprit démocratique, qu'il y ait un engagement républicain qui va permettre quand même de réduire les cas de fraude électorale. Il faudrait créer les conditions de faire en sorte qu'il y ait une responsabilité des différents acteurs à tous les niveaux, que les acteurs agissent de manière responsable pour éviter le cas de fraude et assurer la crédibilité du processus électoral. Nous avons compris qu'il faudrait également créer les conditions de sanctionner les éventuels cas de fraude qui peuvent être constatés, les éventuelles violations des règles établies en matière de processus électoral. Il faudrait qu'il y ait sanctions, puisqu'il faudrait, selon les invités, qu'il y ait une justice indépendante, forte, qui peut permettre de garantir la crédibilité du processus électoral. En espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement, nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui sont diffusés à travers 46 radios partenaires et depuis le mois d'octobre sur 6 télévisions partenaires, dont 5 à Niamey et 1 à Zender. Nous étions dans ce forum en compagnie de M. Bana Ibrahim qui est de Lumana Africa. Nous étions accompagnés de M. Sanoussi Maman qui est acteur de la société civile et de Salou Chebou du PNDS Tareya. Nous avons également invité la CENI mais qui malheureusement n'a pas répondu à notre invitation. Présentation Bakim Batour Al-Mustafa, régie technique Issa Kasseni, au niveau de la réalisation vidéo Mustafa Ayouba. Merci chers auditeurs téléspectateurs et à bientôt pour un autre forum sur des thématiques d'actualité.